Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on démarre cette petite séquence sur l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques et notamment sur la question des dispositifs d'héritage qui, depuis ces dernières années, étaient portés par Paris 2024, le comité d'organisation, et pour lesquels on essaye aujourd'hui de donner une suite et une continuité pour certains et puis une évolution pour d'autres de ces dispositifs. Donc, je suis Frédéric Sanor, je suis le directeur général de l'Agence nationale du sport et je suis accompagné d'Annelise Titon, qui est conseillère en charge des territoires et qui suit aussi les questions d'héritage plus directement. Et bien sûr, elle interviendra juste après. Peut-être quelques mots avant de démarrer sur la question de l'héritage. L'Agence nationale du sport, en quelques mots, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une structure qui a été créée en 2019 avec deux objectifs majeurs. Accompagner le sport de haut niveau et de haute performance avec cette ambition autour des performances sportives autour des Jeux olympiques et paralympiques, bien sûr avec comme premier axe Paris 2024. Et maintenant, d'ores et déjà, on se tourne vers 2026, 2028 et 2030, mais aussi la question du sport pour toutes et tous sur tous les territoires. Et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'on est à la fois très heureux et puis très en lien avec les territoires dans le cadre de l'accompagnement du sport pour tous et du développement des pratiques sportives. Et donc là, on intervient plus spécifiquement, bien sûr, sur le soutien aux équipements sportifs aux côtés des collectivités locales, mais aussi le financement des clubs sportifs et puis le financement des emplois dans le sport de manière à apporter un encadrement sur nos pratiques de club. Et donc, pour pouvoir organiser ces deux actions, on a un budget moyen en fonction des années entre 400 et 450 millions d'euros, ce qui nous permet d'accompagner près de 20 000 clubs, à peu près 5 000 emplois et un peu plus de 2 000 équipements sportifs maintenant par an et plus de 2 500 sportifs de haut niveau dans leurs projets de performance et également de carrière et d'insertion professionnelle plus durable. On a également un enjeu, bien sûr, autour de la gouvernance de notre structure, puisque on retrouve les quatre collèges qui animent l'écosystème du sport, celui des collectivités territoriales, bien sûr, celui du mouvement sportif olympique et paralympique, mais aussi le monde économique et social, et enfin, bien sûr, le collège de l'État, puisque je rappelle que l'Agence nationale du sport est opérateur de l'État et plus spécifiquement, en l'occurrence, du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Voilà, une fois qu'on a dit ça, et bien effectivement, la question de l'héritage se pose depuis des années, puisqu'on a démarré il y a très longtemps. Vous savez qu'il y avait une direction de l'impact et de l'héritage au sein du comité d'organisation Paris 2024, qui portait un certain nombre de programmes et de dispositifs. Également une direction de l'engagement qui portait quelques autres programmes. Je pense notamment à Terre de Jeux. On en parlera juste après. Et depuis plusieurs mois maintenant, eh bien, il y a eu cette réflexion au sein du comité d'organisation Paris 2024, en lien avec le comité international olympique, en lien également avec le ministère des Sports et bien sûr toutes les parties prenantes de Paris 2024, le comité olympique, le comité paralympique, de réfléchir aux legs de ces dispositifs qui existent pour certains depuis 2 ans, 4 ans, 6 ans, voire peut-être parfois plus. Et donc faire en sorte que tout cet investissement, toute cette énergie et toute la mobilisation des acteurs qui a pu se faire ces dernières années puisse perdurer et qu'on puisse effectivement poursuivre les dispositifs. Et donc, il a été souhaité de la part de l'ensemble des acteurs qu'on puisse créer une commission de coordination de l'ensemble de ces programmes et de l'ensemble de ces dispositifs au sein de l'Agence nationale du sport, pour plusieurs raisons, parce que déjà on retrouve cette gouvernance partagée entre les collectivités, l'État, le mouvement sportif et le monde économique, et puis aussi parce que certains de ces dispositifs, on les copilotait déjà d'une certaine manière. Je pense à Impact 2024, qui est un appel à un projet à dimension sociale, ou encore la priorisation ou la valorisation des actions autour de terres de jeu, dans lesquelles on avait déjà un regard très précis, notamment autour des programmes de financement qu'on pouvait engager. Et donc, c'est en ce sens qu'on a souhaité, sous l'impulsion bien sûr politique, installer cette commission héritage le 12 septembre dernier et qu'on commence à en engager les premiers travaux. Et donc, le périmètre d'action de cette commission
présentation, c'est justement ces dispositifs légués et la suite qu'on peut leur donner, leur feuille de route, mais aussi la mise en cohérence entre ces différents dispositifs. Et donc, je vais laisser Agnès Titon nous en dire plus et nous expliquer comment ça fonctionne aujourd'hui et comment ça va fonctionner demain, de manière à ce que vous y voyez plus clair et que vous puissiez ensuite nous questionner et avoir un temps d'interaction suite à cette petite présentation. Merci Frédéric. Euh, L'idée, c'était de pouvoir vous présenter un peu concrètement quelle est la composition de cette commission et quel est son rôle désormais. Comme Frédéric l'a précisé, cette commission héritage, elle a une mission qui est assez circonscrite, qui consiste à gérer les dispositifs que le COJO a mis en place dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Vous en avez la liste dans le carré en haut à gauche bleu clair. Ce sont des dispositifs qui sont précis, que vous connaissez très certainement, dont l'objectif est de pouvoir les poursuivre maintenant que les Jeux olympiques et paralympiques sont terminés. Certains relevaient déjà, dont Impact, je dirais, de la compétence de l'agence, puisque c'est l'agence qui gérait Impact 2024 jusque-là et qui va poursuivre dans ce sens-là. L'agence récupère également, si je puis dire, le label Terre de jeu, un dispositif qui s'appelle 1, 2, 3 nager, le design actif, sport et parité, bien évidemment, qui consiste à dénommer un certain nombre d'équipements sportifs, idéalement vers des personnalités féminines, ce que l'agence incitait déjà les collectivités à faire dans le cadre des subventions qu'elle propose. Les CPJ, ça n'est pas un leg à proprement parler, mais c'est néanmoins un leg matériel que sont tous ces équipements sportifs, toutes ces structures qui ont permis d'accueillir des équipes nationales à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques. L'objectif est aussi de savoir comment ces équipements, comment ces structures vont vivre désormais au-delà des Jeux, sur les territoires au quotidien, mais également dans la perspective de prochains grands événements sportifs internationaux qui auront lieu en France et pour certains d'entre eux peut-être aussi avec la perspective des Jeux olympiques et paralympiques dans les Alpes en 2030. Donc le principe est de pouvoir poursuivre ces dispositifs avec cette perspective. Le CNOSF et le CPSF sont également légataires de certains dispositifs. Vous connaissez la semaine olympique et paralympique. Vous connaissez la journée olympique, la journée paralympique. Le CNOSF va bien évidemment poursuivre également ces dispositifs. Pour ce qui est de la semaine olympique et paralympique, elle aura lieu cette année entre le 31 mars et le 4 avril. Le CNOSF travaille donc d'ores et déjà à cette nouvelle semaine olympique et paralympique post-2024 mais pré-Alpes 2030, seront poursuivies la journée olympique, la journée paralympique, qui ont été des réussites, notamment pour la journée paralympique. Pour le CPSF, ça a permis de découvrir ce qu'étaient les disciplines olympiques, ce qu'était le paralympisme et comment les personnes en situation de handicap pouvaient pratiquer du sport. Les Jeux olympiques et notamment les Jeux paralympiques ont permis d'augmenter en tout cas cette connaissance de la pratique paralympique. Et du coup, l'idée est de pouvoir bien évidemment continuer. Le ministère de l'Éducation nationale également a beaucoup œuvré sur toute cette période pré-olympique et pendant la période olympique et paralympique pour sensibiliser les jeunes scolaires à la pratique sportive de manière générale au travers de différents dispositifs, dont Génération 2024, avec le CNOSF et le CPSF. L'idée, bien évidemment, est de poursuivre Génération 2024 au-delà de 2024, encore une fois dans la perspective de 2030. Et avec des dispositifs complémentaires également que sont les 2 heures de sport au collège, les 30 minutes d'APQ, les sports-études également qui ont été relancés à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques. Donc chacun de ces légataires poursuit de telle sorte que ces dispositifs également se poursuivent. Pour ce qui concerne l'agence, comme Frédéric et moi vous le précisions, nous héritons du label Terre de jeu. Ce label, vous le connaissez, il a permis aux collectivités très essentiellement, mais également aux structures du mouvement sportif, à des ambassades aussi, de porter des actions de promotion du sport sur les territoires pour les habitants grâce à l'opportunité de l'organisation des Jeux de Paris 2024 pour ces territoires qui n'étaient pas directement impactés par l'organisation des Jeux, c'est-à-dire qui n'étaient pas forcément ville hôte.
Ces actions de promotion ont eu un grand succès. Elles ont également généré une forte communauté d'à peu près 5000 membres. Sur les 5000 membres, on a un peu plus de 4800 membres qui sont des collectivités territoriales, les autres issus du mouvement sportif et ambassades. Notre souhait, c'est de pouvoir faire perdurer cette communauté, de pouvoir continuer de l'animer et de pouvoir lui proposer des dispositifs aussi par lesquels elles vont pouvoir poursuivre les actions, les projets qui ont été menés dans le cadre du label Terre de Jeux. Comme je vous le disais, ces labellisés Terre de Jeux sont très essentiellement des collectivités territoriales. Vous savez peut-être également qu'il existe un autre label qui s'appelle le label Ville Active et Sportive, qui existe depuis 7 ans maintenant et qui permet de promouvoir les politiques publiques sportives des élus locaux avec des ambitions qui peuvent être plus ou moins importantes, mais en tout cas dont l'objectif est de les mettre en valeur. C'est un label qui a beaucoup intéressé le Comité international olympique, de telle sorte que le CIO a accompagné un certain nombre de labellisés Terre de Jeux, de collectivités Terre de Jeux qu'il souhaitait pour candidater au label Ville Active et Sportive grâce au cabinet de Deloitte. La volonté du CIO est de pouvoir continuer cet accompagnement. Nous également, en tant que légataires du label Terre de Jeux, et également parce que nous sommes partenaires du label Ville Active et Sportive. Et la continuité se fait assez naturellement entre le label Terre de Jeux et le label Ville Active et Sportive. Donc notre accompagnement, en tout cas, va également aller dans ce sens. Au-delà du label Terre de Jeux Impact 2024, comme je vous le disais tout à l'heure, l'agence porte ce dispositif depuis 5 ans maintenant, avec en 2024 une enveloppe d'environ 7 millions d'euros qui a permis de récompenser 581 lauréats, pour être précise. Cet appel à projet Impact 2024, il est très intéressant dans le sens où il permet de valoriser là aussi des actions, des projets autour du sport, bien évidemment, mais qui agrègent d'autres politiques publiques, d'autres thématiques autour de la jeunesse, autour de la culture, autour de l'éducation, autour du développement durable. Notre objectif, c'est bien évidemment de poursuivre ce dispositif qui est assez vertueux et qui d'année en année nous propose de plus en plus de candidats, donc de plus en plus de lauréats en tout cas, qu'on poursuivra d'accompagner l'année prochaine avec un budget en très légère baisse, mais en tout cas qui nous permettra de conserver les ambitions sur Impact. Sur 1, 2, 3 nager, c'est un dispositif qui permettait également de compléter les nôtres sur l'apprentissage de la natation, ou en tout cas l'aisance aquatique de manière générale. C'est un dispositif qui va être intégré à nos propres dispositifs autour de l'aisance aquatique et du savoir sportif fondamental qui est l'apprentissage de la natation. Donc, on continue, en tout cas, on poursuit l'action dans ce sens. Et dans le même ordre d'idées, sur le design actif, vous le savez sans doute, l'agence accompagne les collectivités territoriales très essentiellement vers la possibilité d'aménager l'espace public de manière générale, les cours d'école en particulier, grâce au design actif, c'est-à-dire la manière de proposer, de suggérer une pratique, une activité physique autour d'aménagements un peu ludiques, colorés pour les jeunes et les moins jeunes. Mais en tout cas, c'est une manière en tout cas d'arriver à l'activité physique et sportive de manière un peu différente. Les CPJ, j'en ai parlé tout à l'heure, on va essayer de les accompagner dans la suite à donner de leur activité pré-olympique et olympique. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Et donc, pour vous dire que cette commission héritage dont Frédéric a parlé tout à l'heure, elle se tiendra pour la 2e fois au mois de décembre, avec l'objectif que chacun des légataires qui siège au sein de cette commission héritage puisse bien sûr préciser quelles sont ses ambitions pour la suite, là où il en est, et qu'on puisse surtout avoir une cohérence entre tous ces dispositifs au sein de la commission héritage, de telle sorte qu'il y ait un fil rouge, une continuité, une homogénéité entre chaque dispositif intrinsèquement, mais surtout philosophiquement, qu'on ait une logique vers cet héritage de 2024 et surtout avec la perspective d'Alpes 2030 derrière. Merci beaucoup. Voilà, on a essayé d'être finalement assez synthétique dans cette présentation, ce qui nous laisse un peu de temps pour les questions éventuelles. Donc, si vous avez des questions, on essaiera avec grand plaisir d'y répondre avec Annelise. Merci.
Bonjour, merci pour cette présentation, c'était très intéressant. Donc avec mon collègue, on travaille à l'ADEME et on se demandait si justement les enjeux de durabilité, donc tous les enjeux relatifs à l'environnement, sont pris en compte dans votre commission héritage et dans les euh, différentes projets qui sont mis en place, justement Impact 2024, etc., par les ministères, etc. Alors, merci pour la question. J'espère que tout le monde a bien entendu. Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a effectivement le périmètre de la commission qui, en ce qui le concerne, lui, se concentre sur les programmes et sur la manière dont ils étaient déterminés. Il y a après différents dispositifs d'intervention, notamment un dispositif d'intervention financier sur Impact 2024. Et là, on a un axe spécifique sur le sport et l'environnement, le développement durable, dans lequel effectivement ces aspects-là de sensibilisation, de prévention, voire de soutien des bonnes pratiques ou des pratiques exemplaires est intégré et dans lequel on est très attentif pour pouvoir soutenir des projets. Ensuite, il y a les actions plus globales que l'Agence nationale du sport porte, notamment en termes de programmes d'investissement autour des équipements sportifs. Et là, bien sûr, au quotidien, on a dans la plupart des projets un angle de rénovation énergétique ou un angle d'économie d'énergie. Ou bien après, en fonction des projets, eh bien, ce n'est pas forcément les crédits de l'Agence nationale du sport qui sont actionnés, mais plutôt ceux du Fonds vert notamment, avec un regard et un axe spécifique sur cette notion-là. Mais voilà, en tout cas, ça fait partie de notre regard. Et puis, je pense que Annelise évoquait les Alpes 2030. On va aussi avoir à concevoir demain l'héritage autour de ce nouveau projet d'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc là, dans la notion d'héritage qu'on voudra construire autour de ces Alpes 2030, il faudra très probablement que ces jeux qu'on commence à dire jeux de la montagne 2030, jeux de la nature 2030, vont sûrement trouver aussi un rebond très concret dans la manière dont les programmes de politique sportive vont se développer. Bonjour. Concernant le design actif, concernant le, oui, Pierre Lemaitre, inspecteur de la jeunesse et des sports. Concernant le design actif, est-ce que vous êtes en mesure de savoir combien de collectivités ou encore de structures ont pu mobiliser euh, ce, ce type et savoir si ça répond justement aux attendus, puisque c'est quand même quelque chose qui vient casser les logiques habituelles et traditionnelles de construction d'équipements structurants et voilà, savoir si ça a répondu aux objectifs ou si quelque part ça prend pas encore tout de suite. Merci pour la question. Alors effectivement, là, on rejoint à la fois des impulsions qui avaient été données par Paris 2024 parce que on avait testé en 2023 une première expérimentation pour financer cette logique de design actif et de cours d'école aussi à dimension plus active et sportive. Ça rejoignait l'ambition de l'État plus globalement, de rejoindre l'action du ministère des Sports, celle de l'Éducation nationale. On a même eu un ministère couplé pendant un moment. Et donc aussi, ce travail du sport à l'école, des 30 minutes d'activité physique quotidienne, des 2 heures de sport au collège, du sport aussi un peu plus tard pour les étudiants. Et donc, on avait en 2023 initié une action où on avait déjà accompagné près de 150 cours d'école en rénovation, mais aussi en habillage à dimension plus ludique autour du design actif. Donc, c'était une première expérimentation qui a plutôt bien marché et ce qui nous a permis de nourrir le nouveau plan 5000 équipements génération 2024 qu'on a engagé au début de l'année 2024 et qui doit se poursuivre jusqu'en 2026 avec un objectif sur les 3 ans de rénovation et d'aménagement de 1500 cours d'école actives et sportives. En 2024, donc après le bilan de cette première année, on en a réalisé, alors j'ai en tête 499 sur les 500, mais je crois qu'entre-temps, on a passé l'objectif des 500 avec donc pour le coup un démarrage. C'est-à-dire que souvent les travaux se sont faits soit à l'été, soit vont se faire lors des prochaines vacances scolaires. Donc on n'a pas encore énormément de recul et on est en train justement là en ce moment de commencer à lancer un peu une étude d'utilisation, d'impact, de satisfaction de ces équipements autour du plan 5000 équipements, aussi bien sur l'axe équipement de proximité
que sur les cours d'école et les équipements structurants. Et je pense qu'assez vite, on aura un premier retour à dimension plus quantitative sur les premières déclarations que peuvent faire les propriétaires de ces équipements. Et ensuite, et notamment avec le ministère des Sports et le pôle ressources nationales sport innovation, on fait une étude beaucoup plus qualitative et plus poussée sur l'utilisation de ces équipements, que ce soit en accès libre, que ce soit à travers le sport scolaire et donc encadré avec des institutrices et instituteurs, ou bien à travers la vie associative et donc avec des éducatrices et éducateurs. Donc voilà, c'est encore nouveau, ça sort de terre. En tout cas, il y a plutôt eu des réponses à la hauteur de nos objectifs et parfois même un peu contre toute attente. On n'était pas certain que ça prenne très bien. Et donc voilà, on a ces premières initiatives pour commencer à rendre plus sportives nos cours d'école, plutôt que d'avoir des rectangles gris, avec parfois quelques tracés multisports assez vite utilisés par les garçons. On commence à avoir des espaces un peu plus ludiques et un peu plus diversifiés pour se mettre en mouvement. Et c'est quand même un des objectifs qui était souhaité. Maintenant, on va essayer aussi de monter en gamme sur ces cours d'école active et sportive. Il y a le design, il y a la peinture au sol, il y a peut-être aussi un peu de mobilier sportif qu'on peut commencer à amener dans ces cours d'école. Ça coûtera un peu plus, mais on pourra faire plus de choses et c'est une de nos ambitions pour 2025 et après. Bonjour, donc je m'appelle Erwan, je suis ambassadeur à Unicité. Petite question, est-ce que vous avez un contact avec l'agence du service civique? Je vous demande ça parce que justement, pour tous les axes que vous voulez travailler, il y a beaucoup de missions sport qui sont proposées pour les jeunes entre 16 et 25 ans et juste ça serait peut-être l'occasion de travailler avec eux, vu que les jeunes c'est le présent pour le coup, et de pouvoir travailler sur tout ce que vous avez pu dire, même juste en réponse à la question d'avant, donc parce qu'on travaille dans les collèges, les lycées, avec les personnes âgées, les maternelles, etc. Donc je voulais peut-être savoir si vous aviez un contact ou est-ce que vous envisagez d'avoir un contact pour permettre aux jeunes de s'engager et de vivre pleinement ce poste Paris 2024 et de le construire justement avec les jeunes peut-être et préparer 2030. Oui, très, très rapidement, bien sûr, l'agence du service civique est aussi un opérateur du ministère des Sports, de la jeunesse et de la vie associative. Donc, on a des contacts réguliers ensemble et on essaye à chaque fois d'en identifier les périmètres de mission qui peuvent être envisagés en fonction des besoins. Donc, on a ce contact régulier, mais on a toujours besoin effectivement d'actualiser les missions, les profils de missions qu'on peut construire. Et donc, ça, effectivement, c'est des choses aussi un peu nouvelles qu'on va pouvoir venir finalement livrer en termes de potentialité, de moments d'insertion et de découverte sur des missions de service civique. Merci. Vous parlez donc des cours d'école et de l'aménagement ludique. Présentez-vous, s'il vous plaît. Stéphane Berger, adjoint au sport sur la commune de Vars en Isère. Donc, vous parlez des cours d'école et d'un design ludique. Est-ce que ça n'est pas en contradiction aujourd'hui avec la démarche des communes de devoir désimperméabiliser les cours d'école en enlevant notamment la partie bitume pour ne pas créer des îlots de chaleur? Alors, il faut effectivement qu'on regarde cette question-là. C'est comme quand on essaye de développer le savoir nager avec des bassins mobiles de natation et qu'en même temps, on veut économiser l'eau. On est face parfois à ces contradictions, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que on a encore des espaces qui sont utilisables. Et comme je disais tout à l'heure, le mobilier sportif peut être une forme de réponse parce que là aussi, aujourd'hui, on a des arbres plus ludiques dans lesquels il y a des agrès pour pouvoir faire un certain nombre d'activités sportives et qui apportent aussi une couverture, un ombrage, etc. Ça, aujourd'hui, on le développe moins parce que finalement, on avait mis des forfaits de financement qui étaient assez raisonnables quand même parce qu'on avait une capacité budgétaire qui ne nous permettait pas d'aller plus loin.
Mais demain, il y a déjà des solutions qui existent et qui donc peuvent à la fois répondre à la logique de peut-être réduire un peu ou créer des pare-feux d'îlots de chaleur et en même temps apporter des nouveaux agrès dans les cours d'école. Donc c'est plutôt dans ces logiques-là qu'on essaye de trouver des solutions parce que sinon parfois c'est vrai qu'il y a des contradictions sur lesquelles on est nous-mêmes pris dans nos propres ambitions qui se croisent mais qui parfois se rejoignent pas toujours. Bonjour, Élise, responsable de service sport d'une commune de 8000 habitants près d'Arras. Je voulais savoir un peu quelle sera votre démarche envers l'éducation nationale sur la place du sport dans les écoles primaires. Là, je parle concrètement sur le terrain. Il y a clairement un manque, je pense, d'investissement. Alors, je respecte les personnels enseignants, mais un manque d'investissement parfois de motivation sur l'EPS. On parlait 30 minutes d'activité physique quotidienne, etc. Il y a parfois la nonchalance. Si ils sont en retard dans le programme, l'EPS va être chanté. Il y a parfois un manque de matériel. Euh, Quand on voit le nombre d'heures de formation à l'IUFM qui passe de 100 heures à 50 heures pour l'EPS, je pense que le rôle de l'éducation nationale est très, très important et je regrette de ne pas avoir pu rencontrer quelqu'un de l'éducation nationale sur les différentes conférences qu'on a pu avoir depuis hier. Merci pour votre question. Alors, je n'ai pas forcément la réponse avec l'angle éducation nationale, mais je peux vous donner mon point de vue. Alors, c'est pas tout à fait nouveau que effectivement le sport soit pas toujours la priorité numéro un en termes de matière d'enseignement. Ce que je peux par contre apporter comme témoignage, et si des collègues du ministère ou autres souhaitent apporter des compléments, bien sûr, ils sont les bienvenus. C'est qu'il y a eu quand même autour de la semaine olympique et paralympique, autour de l'ensemble des projets qui ont été portés autour de Paris 2024 et aussi dans le cadre de Terre de Jeux, du label Génération 2024. On a nous aussi, avec Paris 2024, mis à disposition des kits pédagogiques de matériel sportif dans près de 30 000 écoles et à terme l'ensemble des écoles du territoire pour justement essayer de donner ce goût et l'excuse ou l'argument pour mieux faire du sport, plus faire de sport. Et donc ça, c'est effectivement un des enjeux qu'on porte. Depuis ces dernières années, il y a eu du chemin qui a été quand même parcouru, notamment parce que le ministère de l'Éducation nationale a produit un certain nombre de circulaires, d'orientation, de directives nationales en début d'année, en début d'exercice scolaire, pour justement demander, qu'on travaille à la mutualisation et à l'ouverture des équipements sportifs, deux, que les 30 minutes d'APQ soient respectées, et il y a déjà eu un certain nombre d'actions qui ont été faites. Mais quand effectivement on part de là où on partait, même si on est à une étape intermédiaire, c'est déjà une progression. Il faut aussi le voir comme ça, mais le chemin reste encore long. Et puis les 2 heures de sport au collège, on a travaillé avec le ministère de l'Enseignement supérieur également pour pouvoir réussir à, là aussi, mieux accompagner la rénovation des équipements sportifs dans les universités, mais aussi la mise à disposition de créneaux pour les étudiants. Donc, il y a eu quand même ce travail, ce rapprochement qui a été fait ces dernières années. Il y a encore beaucoup à faire, mais je dirais que on sait que l'éducation nationale, c'est quand même une grosse boutique. Je crois qu'il y a un peu plus d'1,2 million de fonctionnaires. Donc, ça veut dire que pour faire bouger la machine, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais il me semble que voilà, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été mises en ordre de route, en ordre de marche. Et notamment, on le voit avec la semaine olympique et paralympique. Quand ça a démarré il y a 5 ou 6 ans, il y a eu 30 écoles, collèges, puis 100, puis 500, puis 2000. Et voilà, je pense que c'est ça qu'il faut voir et progressivement capitaliser sur toutes ces expériences pour se dire que le sport, c'est effectivement un outil d'enseignement pluridimensionnel, pluridisciplinaire, qui peut nous permettre de toucher à d'autres matières, à d'autres secteurs. Voilà. Et après, si d'autres souhaitent me compléter, on a des inspecteurs généraux avec nous. S'ils veulent me compléter, ils auront un avis, je suis sûr, précis. Bonjour, Quentin Willems, je suis le créateur d'une agence de conseil sur les stratégies d'impact événementiel, des grands événements notamment.
J'ai une question sur un sujet qu'on ne voit jamais dans la stratégie d'héritage et qui nous a pourtant servi pour avoir 2024 et 2030, c'est notre stratégie d'influence de la France au niveau international dans le mode olympique. Je ne sais pas qui de vous deux pourra répondre à cette question. Euh, Ça nous a fait beaucoup défauts il y a quelques années, ce qui nous a fait perdre 2012 et 2018. Bernard l'a passé quand il a commencé à créer toute la dynamique autour de Paris 2024. C'était efforcé justement de recréer des liens et de fédérer au niveau européen et au niveau olympique, au niveau mondial. On ne voit aucun impact ou aucune suite sur cette stratégie d'influence internationale. Peut-être que c'est pas public, d'où ma question. Alors peut-être avoir en tête que avec le comité olympique, avec Paris 2024, mais aussi avec la délégation interministérielle aux grands événements sportifs, il y a depuis 4 ans maintenant un espace collaboratif qui a été créé entre les différentes parties prenantes du sport avec les présidentes ou présidents français qui sont dans des fédérations européennes, fédérations internationales, les membres du CIO français qui s'appelle la French Sport Touch pour justement avoir un angle sur cette stratégie de lobbying qui prend un peu la suite du comité français du sport à l'international qui avait été initié quasiment en 2012 ou un petit peu après. Il faut quand même pas oublier que, alors nous, ça rentre pas dans notre champ de compétences. C'est peut-être pour ça qu'on en parle moins. C'est un champ de compétences qui est plus régalien, qui est porté par le ministère des Sports en lien avec le ministère des Affaires étrangères et notamment l'ambassadeur pour le sport, Samuel Ducroquet, qui est en fonction depuis plusieurs années maintenant et qui connaît très bien ces sujets. Peut-être qu'on en parle moins aussi parce que Paris 2024 a été tellement au cœur de nombreuses discussions internationales, que ce soit au CIO, avec les fédérations internationales, que ça s'est fait assez naturellement pendant de nombreuses années. Si tant est que la bataille n'a pas été si rude que ça finalement pour réussir à organiser les Jeux de 2030. Tout comme aujourd'hui, il y a encore des candidatures qui sont portées par des fédérations pour accueillir des grands événements sportifs internationaux. Mais aujourd'hui, la France compte dans la capacité à accueillir des grands événements. Et parfois, on n'est même pas candidat. On nous sollicite pour venir accueillir dans nos équipements des très grands événements sportifs internationaux, que ce soit sur des sports olympiques ou même des sports non olympiques, mais par contre qui représentent des forces ou des puissances marketing très importantes. Donc voilà, c'est un travail qu'on a pleinement en tête. Le rôle de l'ambassadeur pour le sport, à la fois au Quai d'Orsay et au ministère des Sports, est là pour ça, autour de la French Sport Touch et avec le mouvement sportif qui, lui, a déjà ses représentantes et ses représentants qui sont fédérés au quotidien. Et ensuite, toutes les initiatives, toutes les propositions sont bonnes à prendre pour améliorer encore cette influence et cette stratégie. Peut-être une précision, c'est que sur proposition du Comité international olympique, en ce qui nous concerne à l'Agence nationale du sport, on a adhéré à l'Union mondiale des villes olympiques. Et ça, c'est un espace important aussi, parce que cette union mondiale, elle réunit bien sûr les villes hôtes des Jeux olympiques et paralympiques, mais aussi des agences nationales, des fondations, des comités olympiques. Et chaque année, il y a des regroupements autour de sommets de ces organisateurs pour justement parler de l'héritage, parler de l'influence, parler de l'organisation des prochaines compétitions. Le sommet des Smart Cities, comme ils les appellent, s'est tenu il y a 10 jours au CIO à Lausanne. Et justement, ça nous a permis aussi de partager avec la Corée, le Japon, l'Angleterre, l'Australie et j'en passe. Et voilà, ça fait partie des éléments qui sont importants. Et maintenant qu'on a organisé les Jeux et qu'on l'a fait de la manière aussi brillante qu'on l'a à peu près tous en tête, je pense, on a aussi encore plus de valeur ajoutée à promouvoir notre modèle, à promouvoir notre savoir-faire. Et donc, on n'est plus uniquement dans une stratégie d'influence, on est aussi dans le faire savoir de la capacité française à accueillir des grands événements et à le faire avec en plus une adhésion populaire, des résultats sportifs et une sécurité irréprochable. Bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, il nous reste à vous remercier puisqu'on arrive au terme de cette conférence. Et bien sûr, si vous le souhaitez, Frédéric et moi sommes à votre disposition pour toute question qui n'aurait pas été évoquée en public. Merci beaucoup.